C'est lisible? Bon. Alors donc, c'est la dernière séance. Hein. Les deux premières ont été consacrées un peu plus à la théorie économique. J'avais retracé l'histoire de la pensée à travers les âges. On en reparlera un tout petit peu au cours de cette séance, mais cette dernière séance est consacrée plutôt à la problématique de la croissance. Donc le titre que j'ai retenu, c'est « La croissance est-elle encore possible? Est-elle souhaitable ?» En introduction, vous l'avez peut-être lu sur le site du Café Citoyen, je disais que nous étions face à un dilemme au niveau des pays développés comme le nôtre, à savoir qu'on est quasiment dans une croissance zéro, 0,4% pour 2014, et on nous promet royalement 1, peut-être 1,5% pour 2015. On a connu des taux de croissance évidemment très supérieurs à ces taux-là, mais depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis la crise de 2008, on a une croissance qui est très très faible. En même temps, la croissance pose la question de la soutenabilité de notre modèle de croissance, en particulier par rapport aux impératifs écologiques et environnementaux. Et donc on s'interroge pour savoir si finalement il n'y aurait pas une opportunité pour essayer de pouvoir vivre bien, mais dans un mode de croissance un peu plus frugal. Et pourquoi pas connaître, comme l'a écrit Tim Jackson dans un de ses derniers livres, une prospérité sans croissance. Voilà, donc c'est un petit peu le thème de cette intervention de ce soir. Donc la croissance est-elle encore possible et est-elle souhaitable? Alors, d'abord, ce qui se comprend bien s'énonce bien, un bref retour sur l'indicateur de croissance, qu'est le produit intérieur brut. Et vous voyez là que le taux de croissance est le PIB de l'année précédente, tout simplement. Ce concept de PIB, il est finalement assez récent. Il avait été commandé, je crois, par le président Hoover au début des années 30 à un économiste, Simon Kuznets, qui sera d'ailleurs nobélisé dans les années 70, je crois, parce qu'en pleine crise de 29, les Américains ne voyaient pas très clair sur la crise qu'ils traversaient, et le président Hoover a demandé à cet économiste de calculer un indicateur synthétique qui puisse donner une idée de ce qu'était la richesse créée aux États-Unis sur une année, en fait. Voilà, et après 2 années de travaux, je crois, entre 32 et 34, Simon Kuznets va proposer aux États-Unis, pour la première fois, cet indicateur qu'on appelle aujourd'hui le produit intérieur brut. La France mettra au point cet indicateur au sortir de la guerre en 1945, à partir de 1945. Alors ce PIB a évolué dans le temps. On le définit assez simplement comme la somme des valeurs ajoutées créées par toutes les entreprises sur le territoire national. Que ces entreprises, d'ailleurs, soient françaises ou étrangères. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est-à-dire que la valeur ajoutée créée par IBM France est intégrée au PIB français. Par contre, l'activité que Total réalise à l'étranger n'est pas intégrée dans le PIB. Voilà, donc c'est vraiment un critère de territorialité qui prévaut pour le PIB. En 1976, on a intégré à cette création de richesse marchande une création de richesse non marchande, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, le secteur non marchand s'est quand même pas mal développé. On a mis en place un certain nombre de services publics dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, de la justice, etc. Et donc jusqu'en 1976, cette richesse créée par les administrations non marchandes n'était pas intégrée. Donc on considérait que les services publics ne créaient pas de richesse, quoi, en clair. Voilà, ça posait quand même un problème. Par contre, comme
les services non marchands ne sont pas marchandisés, on ne peut pas utiliser la valeur ajoutée que l'on utilise pour les entreprises privées. La notion de valeur ajoutée n'a pas de sens particulier dans les services publics. Donc il a fallu trouver une modalité de calcul qui permette d'intégrer cette création de richesse, tout en sachant bien que comme on était dans le secteur non marchand, on ne pouvait pas retenir tout à fait les mêmes critères que pour le secteur marchand. Mais enfin bon, ça a permis en tous les cas d'augmenter assez sensiblement notre PIB. Aujourd'hui, pour la France, on l'estime à 2138 milliards d'euros, ce PIB. Et on verra, on pourra prendre d'autres exemples. C'est le deuxième PIB de l'Union européenne, le deuxième de la zone euro, derrière l'Allemagne évidemment. Alors l'activité des associations, comme le Café Citoyen par exemple, dont on peut penser qu'il crée de la richesse, eh bien cette activité n'est absolument pas prise en compte dans le PIB. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'activités quand même qui ne sont pas prises en compte dans le PIB. Donc c'est un indicateur qui n'est absolument pas satisfaisant et qui mesure de manière très imparfaite la richesse qui est effectivement créée. Je ne sais pas moi, ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que je crois que l'activité est interdite, mais une entreprise française qui fabriquait des mines antipersonnelles voyait son activité intégrée dans le PIB par exemple, puisqu'on était là dans une activité marchande. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas parce que ces activités sont interdites en Europe. Et à l'inverse, des activités très utiles qui créent véritablement de la richesse, elles sont exclues du calcul du PIB. Voilà. Alors, Simon Kuznets était assez réservé sur cet indicateur dont il disait lui-même qu'il ne pouvait pas tout mesurer et qu'il ne fallait pas en faire une forme de fétiche. Et pourtant, c'est le cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne se passe pas de journée sans que l'on ne fasse référence à ce PIB. Encore aujourd'hui, là, j'écoutais les informations ce soir sur la position prise par la Commission quant au déficit de la France et des objectifs qu'elle doit atteindre à l'horizon 2017. Eh bien, la référence, c'est par rapport à la croissance et par rapport au PIB que l'on se fait. Donc, il y a un véritable culte de la croissance. C'est vrai que c'est un indicateur important, mais il ne faut pas forcément lui donner plus d'intérêt qu'il n'en a. Alors, comment on calcule la croissance d'un pays chaque année, puisque un autre critère, c'est l'annualité? Eh bien, on a la consommation finale des ménages, qui représente environ 50 à 60% quand même du PIB. Dans des pays comme les États-Unis, on est plutôt entre 60 et 70% de la croissance qui est tirée par la consommation des ménages. Voilà, le terme de société de consommation prend ici tout son sens. Ensuite, on a la FBCF, la formation brute de capital fixe. Bon, il faut comprendre l'investissement, en fait, public et privé. Troisième composante, la dépense publique, donc qui est celle de l'État, des administrations et des collectivités territoriales. Delta S, c'est la variation des stocks, donc c'est relativement marginal. Et puis, X moins M, c'est simplement le solde de notre commerce extérieur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est de comparer, par exemple, la France et l'Allemagne. La France a un déficit commercial depuis 2002, je crois, depuis donc plus de 10 ans maintenant. Donc, ça veut dire que la contribution de notre commerce extérieur à notre croissance est négative. Et que notre faible croissance est essentiellement tirée par la consommation finale des ménages. C'est important de bien comprendre la structure de notre croissance, parce que si on pratiquer une politique d'austérité plus forte que celle qui est pratiquée aujourd'hui, eh bien, il est clair que nous risquerions d'avoir une croissance négative. Tant la consommation est importante dans notre croissance. Alors qu'en Allemagne, la consommation finale des ménages est assez faible, on est plutôt sur une croissance zéro, et ce qui tire la croissance allemande, c'est évidemment son solde commercial. Pour vous donner un chiffre, on n'a pas tout à fait les chiffres définitifs pour la France, mais on pense que le déficit commercial va s'établir aux alentours de 60 milliards d'euros. L'Allemagne doit avoir un excédent en 2014 de 217 milliards d'euros. Voilà. Et c'est véritablement ce solde commercial qui porte la croissance allemande aujourd'hui. Alors voilà ce qu'écrivait l'INSEE
sur son site en novembre 2014, donc pour l'année 2014, au troisième trimestre, on a eu une très légère croissance de 0,3% qui faisait suite à une décroissance de 0,1%. Et en fait, ce 0,3% de croissance tient essentiellement à la consommation des ménages, c'est ce que je vous disais, et à la consommation des administrations publiques. Ce qui ne sera peut-être pas le cas pour 2015 d'ailleurs, puisque un certain nombre de budgets des collectivités vont être assez sensiblement réduits, puisque je crois qu'il y a au niveau de la dotation globale un manque à gagner de 5 milliards d'euros, je crois, pour l'ensemble des collectivités françaises. L'investissement recule, qu'il soit public d'ailleurs ou privé, moins 0,6%, donc la France est actuellement en panne d'investissement. Ce n'est pas le seul pays de la zone euro, mais c'est important. Et même si les exportations se redressent un peu, au troisième trimestre 2014, la contribution du solde extérieur reste négative, moins 0,2. Voilà. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une croissance de plus 0,3% au troisième trimestre 2014. Pour qu'un pays soit en récession, techniquement, il faut que le pays ait 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Voilà, 2 trimestres consécutifs. Donc on a eu un recul au second trimestre de moins 0,1. Si on avait eu moins 0,3 au troisième trimestre, on aurait été en récession. Mais ça n'a pas été le cas. Et globalement, on affiche une faible croissance de 0,4% sur l'année 2014. Alors ça, c'est ce que l'on appelle des déterminants de court terme. Mais il y a aussi des déterminants de long terme qui doivent générer de la croissance. Le premier, c'est la démographie. C'est vrai que le fait d'avoir une population relativement jeune, avec un taux de fécondité relativement élevé, ce qui est le cas de la France, n'est pas la même chose qu'un pays comme l'Allemagne, qui est, sur le plan démographique, en situation de décroissance. Un pays comme le Japon est dans une situation similaire. La population japonaise décroît de manière régulière déjà depuis pas mal d'années. C'est sans doute une des difficultés qu'a le Japon aujourd'hui à retrouver un petit sentier de croissance. Donc la variable démographique est importante. En même temps, si la croissance démographique est nettement supérieure à la croissance économique, ce qui a été le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, bon, aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que beaucoup de ces pays opèrent une transition démographique, mais lorsque vous avez 6% de croissance démographique et 4% de croissance économique, le résultat c'est que le pays s'appauvrit. Donc il faut avoir une croissance démographique positive, mais il est souhaitable qu'elle ne soit pas supérieure à la croissance économique. Autre déterminant à long terme de la croissance, c'est bien sûr le progrès technique. Et on pense aujourd'hui d'ailleurs qu'après les révolutions industrielles que l'on a connues, nous serions en panne d'innovation majeure capable de générer de la croissance, contrairement à une période assez récente, après-guerre, où le progrès technique a permis de réaliser des gains de productivité très importants, de distribuer largement ces gains de productivité aux salariés et de nous permettre d'avoir une trentaine d'années de croissance assez forte, je vais y revenir, ce que l'on appelait les 30 glorieuses. Le capital humain, on considère que la formation c'est un déterminant très important de la croissance à long terme, d'où l'importance de valoriser ce capital à travers la formation initiale, et aussi à travers la formation professionnelle, la formation continue. Alors il y a un problème en France, dans les classements PISA, la France a tendance plutôt à reculer et avoir une position qui n'est plus celle qu'elle occupait il y a encore quelques années. Donc il y a une inquiétude, et l'attention se porte en particulier sur la petite enfance, sur l'école primaire, et puis aussi sur l'enseignement supérieur. On pense qu'aujourd'hui, pour un pays comme la France, il faudrait qu'il y ait dans une tranche d'âge à peu près un jeune sur 2 qui soit en études supérieures. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà. Si on veut tirer l'économie vers le haut et avoir une croissance à plus forte valeur ajoutée, eh bien, il faut avoir les niveaux de formation qui le permettent. Autre déterminant, et là je fais référence à une actualité, vous voyez laquelle, c'est le fait que dans certaines économies,
il y ait des marchés qui soient protégés ou des professions qui soient réglementées. C'est tout l'enjeu de la loi Macron, qui est en discussion actuellement au Parlement, qui vise à déprotéger un certain nombre de professions, de celles des taxis, en passant par les notaires, les pharmaciens, et d'autres également. Voilà. L'idée, c'est de favoriser l'ouverture de ces marchés pour permettre à des nouveaux entrants, comme on dit, d'y pénétrer et de pouvoir à la fois innover et puis générer de l'activité économique. Autre déterminant, et ça vaut peut-être davantage pour les pays en voie de développement, c'est la qualité des institutions, de la gouvernance d'une manière générale. Bon, c'est moins un problème pour les démocraties comme les nôtres, où les institutions fonctionnent plutôt bien, malgré tout. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des problèmes de gouvernance, et que les institutions ne sont pas forcément très fiables, les régimes ne sont pas forcément démocratiques, il y a souvent des problèmes de biens mal acquis dans un certain nombre de régimes africains, encore aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est d'essayer de démocratiser davantage ces pays, notamment au niveau des droits de propriété, par exemple, pour favoriser les investissements étrangers. Autre déterminant important sur le long terme, puisque nos économies sont des économies matures, les relais de croissance, on doit essayer de les chercher et de les trouver, si possible, dans l'économie mondiale. C'est ce que l'Allemagne fait bien, puisque, je le disais tout à l'heure, elle dégage un excédent de près de 220 milliards d'euros en 2014. Donc, ce qui lui apporte la croissance qu'elle ne peut plus générer sur son marché intérieur. Et c'est ce que l'économie française peine à faire. Elle manque d'entreprises de taille intermédiaire, des ETI, pour lui permettre de développer ses capacités à l'exportation. Et enfin, on considère, et ça depuis peu, qu'un des déterminants structurels de la croissance est la confiance que l'on a dans une économie. Donc là, c'est un facteur un peu plus qualitatif. Toutes les études semblent montrer que la France est plutôt caractérisée par la défiance que par la confiance, contrairement aux pays d'Europe du Nord en particulier, et que cette défiance nuit ou nuirait à une croissance de long terme. Donc un des enjeux, c'est d'essayer de rétablir finalement cette confiance entre les partenaires sociaux, mais aussi entre les gouvernants et leurs administrés. Et c'est vrai que la France connaît de ce point de vue un certain nombre de problèmes. Alors si on regarde maintenant l'historique de notre croissance sur les 50 dernières années, vous avez le trend en rouge qui vous donne l'évolution de la croissance sur la période, et vous voyez de manière très claire que l'on enregistre une baisse tendancielle de notre taux de croissance. Alors c'est vrai que 5,6% après-guerre, dont je parlais, là on est dans les 30 glorieuses, c'est un phénomène de rattrapage que connaissent toutes les économies, y compris peut-être la Chine aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque la croissance chinoise qui était encore de 10 à 12% il y a quelques années est tombée à 7,5% aujourd'hui. Hein, ce qui nous paraît évidemment beaucoup, mais cette décélération de la croissance semble attester aussi que peut-être que la Chine a effectué ces 10 dernières années son rattrapage. Donc on a connu une croissance assez élevée sur la période, 5,6%. Elle est tombée au début des années 70, donc là il y a eu l'impact des deux chocs pétroliers, 74-79. Elle est tombée à 3,7, puis 2,2, 1,9, 1,5, et aujourd'hui on est sur une croissance tendancielle de moins de 1%. Et puis vous voyez les trois histogrammes en rouge qui montrent trois périodes très particulières de récession. 1975, premier choc pétrolier. Chirac était Premier ministre. Il y a eu une relance keynésienne d'ailleurs à cette époque-là, en 1975, qui a permis à la croissance de redémarrer un peu en 1976 et dans les années suivantes. Mais l'année 1975 a été caractérisée par une récession. 1993, plus proche de nous, qui était d'ailleurs une année d'élection législative en France, qui
qui a été aussi caractérisée par une récession, et puis bien sûr les années 2008 et surtout 2009. En fait, parce que 2008, le premier semestre a été relativement correct, donc la récession, le petit rectangle rouge, ici, c'est simplement sur le second semestre 2008. Par contre, l'économie française a plongé fortement en 2009, quoi. On a affiché près de 4% de croissance négative en 2009. L'Allemagne avait fait, je crois, pire que nous encore cette année-là, près de moins 6% de croissance, puisque le commerce mondial avait été considérablement ralenti. Par contre, l'Allemagne est repartie, elle, assez vite, et nous, on a connu un peu plus de difficultés. Alors, si on regarde maintenant les évolutions comparées de la croissance aux États-Unis et en zone euro, on part d'une base 100, en fait, on prend comme année de référence l'année 2008. Hein. Voilà. Et on voit deux évolutions, finalement, à la fois en phase, mais quand même assez divergentes. En tous les cas, à partir de l'année 2011. La politique économique qui a été conduite aux États-Unis a été assez réactive. J'en parlais la dernière fois. Le policy mix, c'est-à-dire la combinaison de la politique budgétaire et de la politique monétaire, ce policy mix a été convergent. C'est-à-dire que les deux politiques économiques se sont faites dans le même sens, c'est-à-dire d'une relance budgétaire. Et encore aujourd'hui, en 2014, le déficit des États-Unis est supérieur encore au déficit de la France. Nous, on doit avoir un déficit à moins 4,4% pour 2014. Et je crois que les États-Unis, mais on pourrait parler aussi de l'Angleterre, on est à plus de 5% ou 6% de déficit public, encore aujourd'hui. Mais ces deux pays, évidemment, n'appartiennent pas à la zone euro. Donc, il n'y a pas la contrainte qui pèse sur ces pays. Ils ne sont pas tenus à la règle d'or, comme nous le sommes, nous, au sein de la zone euro. Et puis QE, c'est la politique monétaire, c'est ce que l'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire une émission de monnaie, la planche à billets, qui a fonctionné aux États-Unis dès 2009, à hauteur de 85 milliards de dollars par mois. Des sommes assez colossales. Donc, l'économie américaine a été stimulée dès le tout début de la crise, en fait, quoi. Alors que nous, en zone euro, ça n'a pas été le cas. Il y a eu la crise des dettes souveraines, ça a commencé par la Grèce, vous vous en souvenez sans doute, à partir de 2010, et qui a donc freiné la reprise de la croissance. Et la Grèce a renégocié, pour partie en tous les cas, les conditions de l'austérité qu'elle subit avec le succès que l'on sait depuis 2010, et un compromis a été trouvé avec la Commission. Et puis, il y a eu cette fameuse règle d'or qui a été discutée entre l'Allemagne et la France, donc entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, à l'époque, avant les élections présidentielles de 2012. Il faut savoir que l'Allemagne, je crois l'avoir dit la dernière fois, a inscrit dans sa constitution le principe d'une règle d'or budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire. L'objectif initial était d'atteindre cet équilibre en 2015, et si vous avez vu l'information passer dans la presse, en fait, dès 2014, Schäuble, le ministre des Finances, a annoncé triomphalement que l'Allemagne était en situation d'équilibre budgétaire. Voilà. La question était alors de savoir si la France allait elle aussi inscrire cette règle d'or budgétaire dans sa constitution. Les élections sont passées par là. François Hollande a dit non à cette inscription dans la Constitution. Et en fait, on est passé par une loi organique, donc qui a quand même une valeur supérieure à des lois ordinaires, mais ça n'est pas inscrit dans la Constitution. Mais la France s'est engagée, en 2012, à atteindre l'équilibre des comptes à horizon 2017. Donc 0% ou 0,5% de déficit structurel, mais pas plus. Je rappelle qu'en 2014, on est à 4,4% de déficit. Et ces jours-ci, là, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais plus exactement, la Commission a accordé un délai supplémentaire à la France, lui demandant de repasser sous la barre des 3% à horizon 2017. Donc on n'est plus du tout dans la perspective d'un équilibre des comptes qui serait absolument intenable, évidemment, puisqu'il y a d'autres économies qui sont programmées pour 2015, pour 2016 et pour 2017. Et ces économies doivent
en principe, mais ça dépendra aussi beaucoup de la croissance à venir, nous permettre de passer sous la barre des 3%. En fait, on reviendrait aux critères de convergence de Maastricht tels qu'ils ont été discutés en 1992. Voilà. Il faut rappeler qu'avant la crise de 2008, c'était à peu près le déficit public que l'on avait, hein, aux alentours de 3%. Voilà. Donc on reviendrait à la situation initiale. Bon, donc on a eu une politique budgétaire récessive à partir de 2012, donc un freinage budgétaire, avec quand même une politique monétaire au niveau de la BCE qui, elle, était plutôt expansionniste, hein, plus en phase avec ce que faisait la Fed aux États-Unis ou ce que fait la Banque d'Angleterre en Angleterre. Mais le policy mix en Europe, lui, est divergent, hein, alors qu'aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Et la BCE s'est lancée aussi d'ailleurs dans une opération de quantitative easing, d'émission de monnaie, récemment. Voilà. Alors, il y a un concept qui a ressurgi ces derniers mois, peut-être depuis un an ou deux, c'est Larry Summers, un économiste américain qui a été conseiller de Bill Clinton, qui fait partie des économistes nouveaux keynésiens, qui a ressuscité le concept de stagnation séculaire, secular stagnation, qui ne date pas de ces derniers mois, hein, puisqu'à l'origine, il avait été énoncé en 1938, donc on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, par un autre économiste, Hansen, et qui en gros se caractérise par une situation d'accroissance, c'est-à-dire d'absence de croissance durable. Donc l'idée qui est évoquée par Larry Summers, qui est reprise en France par un certain nombre d'économistes, pas tous, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Patrick Artus, par exemple, est sur cette position-là. Daniel Cohen, je crois aussi, s'est exprimé sur cette question. Nous serions, quand je dis nous, c'est les pays développés, hein, de manière générale, pas simplement la France, mais dans une situation où il ne sera très très difficile d'espérer renouer avec la croissance, quoi. Donc il faut se préparer à avoir une croissance tendanciellement proche de zéro. Voilà. Donc, encore une fois, ce concept de stagnation séculaire, que vous avez peut-être lu ou entendu, il a commencé à tomber un peu dans le domaine public, ne fait pas l'unanimité parmi les économistes, hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, un autre économiste américain, Gordon, est également, lui, sur cette position-là. Il considère que les pays développés ne pourront pas renouer avec la croissance, que la croissance est derrière nous, définitivement, et il évoque un certain nombre de facteurs, ce qu'il appelle des vents contraires, qui peuvent expliquer que tendanciellement, et pour un avenir long et durable, nous serions en situation d'absence de croissance. Il considère que les gains de productivité qui ont été très forts dans les révolutions industrielles précédentes aujourd'hui sont faibles. La question est de savoir si on réussit à bien les mesurer, ces gains de productivité, et là il y a débat. De même que les gains aussi réalisés par les qualifications atteignent aujourd'hui aussi leurs limites. Et ce sont quand même des facteurs très importants, hein, je l'ai dit tout à l'heure, des déterminants de la croissance de long terme quand même, hein, à la fois le progrès technique et puis le capital humain. Le vieillissement démographique aussi, hein, qui touche la plupart des pays développés, plus ou moins, plutôt moins pour la France, plutôt plus pour d'autres pays d'Europe comme l'Italie ou l'Allemagne. Mais globalement quand même, sans parler du Japon évidemment, globalement quand même nos pays sont caractérisés par un vieillissement démographique. Et puis d'autres facteurs sur lesquels je vais revenir, c'est pour ça que je les ai mis en rouge, l'accroissement des inégalités, hein, qui revient dans le débat, après 30 ans, où finalement cette question avait disparu des problématiques des économistes, elle revient, et j'en parlerai tout à l'heure, au plus haut niveau, au niveau du Fonds monétaire international qui s'est exprimé il y a quelques semaines sur cette question. La question de la dette publique, évidemment, je vais en reparler, de la dette des États, mais aussi de la dette privée dont on parle assez peu. Mais il y a quand même des pays, ce n'est pas le cas de la France, qui sont caractérisés par un niveau d'endettement privé très élevé et qui peut aussi hypothéquer les chances d'une reprise et d'une croissance. Et puis enfin, les crises énergétiques et environnementales qui contraignent également nos économies
et qui laisse à penser que, compte tenu de ces contraintes, il est sans doute difficile d'avoir une croissance indéfinie dans un monde fini, comme l'on dit. Eh bien, si on intègre les contraintes énergétiques et environnementales aujourd'hui, c'est aussi un facteur limitatif de notre croissance future. Voilà. Donc, encore une fois, il y a débat autour de ces questions. Et je vais reprendre donc ces 3 points. L'accroissement des inégalités, la question de la dette, et puis la question environnementale. Alors, sur les inégalités, c'est une présentation que j'avais faite déjà, je crois, l'année dernière. J'ai repris la situation pour les États-Unis. Vous avez l'évolution de ce qu'on appelle l'indice de Gini. Gini, c'est un économiste italien, qui mesurait donc les écarts de richesse, pas de patrimoine, les inégalités de revenus, sachant qu'à 0, c'est l'égalité parfaite, et à 1, c'est l'inégalité absolue. Voilà. Et là, vous avez une évolution concernant les États-Unis de cet indice de Gini, avec un pic dans les années 30, donc au moment de la grave crise de la décennie, qui a d'abord fortement touché les États-Unis, et puis après-guerre, une baisse tendancielle de ces inégalités. Roosevelt a commencé dès les années 30, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1933, avec des taux marginaux d'imposition élevés, à 80-90%. Et puis, toute la période d'après-guerre a été caractérisée par une baisse de ces inégalités de revenus. Et on atteint un point bas à la fin des années 70. Quoi. Et puis, avec le retour au pouvoir des républicains, et en particulier de Reagan, il va y avoir à nouveau un accroissement de ces inégalités de revenus, de manière assez nette. Et aujourd'hui, on atteint un indice élevé par rapport à beaucoup de pays qui est à 0,45. Voilà, Barack Obama, qui a reçu en grande pompe Thomas Piketty aux États-Unis avec 2 prix Nobel, Stiglitz et Paul Krugman, a profité aussi de la venue de Thomas Piketty pour reposer le débat des inégalités aux États-Unis. C'est vraiment un problème majeur, même si la croissance redémarre. La croissance ne redémarre pas pour tout le monde, en fait. Et les inégalités, depuis la crise de 2009, ont continué encore de s'aggraver. Voilà. Alors, si on regarde maintenant pour la France, sur la même période, enfin non, c'est une période un peu plus courte, on voit que l'indice de Gini est beaucoup plus faible en France, quand même, qu'aux États-Unis. Ça, c'est la social-démocratie européenne et française, qui limite quand même les inégalités de revenus par une politique de redistribution quand même qui est à la fois plus généreuse et beaucoup plus efficace. Il y a eu une baisse tendancielle aussi dans les années 70, comme aux États-Unis, et il y a eu une reprise qui s'est faite plus tardivement, plutôt au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, mais l'indice de Gini est à 0,30, c'est quand même 50% de moins que la situation américaine aujourd'hui. Bon, même si la question des inégalités, elle se pose aussi en France, et ces inégalités se sont quand même aggravées depuis une trentaine d'années, de manière tendancielle quand même. Vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle l'Observatoire des inégalités, qui donne des informations assez précises sur les indicateurs sociaux de ce type, et c'est particulièrement intéressant de s'y référer. Alors, voilà ce que Christine Lagarde a dit dans une interview le 15 février 2015. Donc, il y a donc une dizaine de jours. Voilà. Pour la première fois, à ma connaissance, le FMI prend une position sur la question des inégalités. Je cite Christine Lagarde, « La conclusion de nos économistes, donc du FMI, est que les inégalités excessives ne sont pas propices à une croissance durable et stable. Il y a une corrélation forte entre une croissance soutenable et moins d'inégalités. » Bon. Un peu plus loin, elle fait référence à une étude de l'association Oxfam internationale, et 1% plus riches détiennent environ aujourd'hui 48%, dont la moitié, de la richesse mondiale. Bon, donc on arrive à des niveaux, alors là on est sur le dernier ou le premier décile, et même sur le 0,1% en fait des revenus les plus élevés, 1% les plus riches, 50% en gros de la richesse mondiale.
Voilà. Donc le FMI, qui est à l'origine quand même dans les années 90 de plans d'ajustement structurel assez durs pour les pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque, demandant à ces pays de réduire leurs dépenses sociales d'ailleurs, et leur budget public. Donc le FMI a quand même considérablement évolué depuis une dizaine d'années au point d'afficher cette position qui n'est pas très éloignée de celle d'un Thomas Piketty en France dans son dernier livre. C'est assez intéressant de voir l'évolution actuelle du Fonds monétaire international. En tous les cas, tout ça pour dire que la question des inégalités, aujourd'hui, elle est posée, quoi, au niveau international, au plus haut niveau, au niveau des États-Unis et également en Europe. Alors, quelques mots sur Thomas Piketty, puisque la question m'avait été posée une fois précédente. Donc, j'ai lu le bouquin de Thomas Piketty, donc c'est 1000 pages quand même. Ça n'est pas tout à fait comme un roman, même si c'est plutôt bien écrit. Donc je ne vais pas vous résumer la totalité de son ouvrage, mais j'ai repris là une citation de Simon Kuznets, encore lui, hein, celui qui est à l'origine de l'indicateur PIB, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là on est dans les années 50, hein, donc on est dans cette période assez faste d'une croissance assez forte aux États-Unis, évidemment, mais aussi en Europe. Il prend cette image, cette métaphore, il dit la croissance est une vague montante qui porte tous les bateaux. Hein. Dit autrement, la marée qui monte finit par finalement porter tous les bateaux. Pas forcément tous en même temps, évidemment, mais à un moment ou à un autre, en tous les cas, tous les bateaux seront portés par la marée. Alors je l'ai représenté, parce que c'est une image qu'on reprend souvent par cette bouteille de champagne qui ruisselle, en fait, hein, du premier verre jusqu'au dernier. Voilà, c'est ce qu'on appelle le concept du ruissellement de la richesse. Dit autrement, on a longtemps pensé, et là encore le FMI prend une position contraire aujourd'hui, que finalement pour qu'il y ait moins de pauvres, il fallait qu'il y ait davantage de riches. Voilà. C'est une autre manière de le dire. Alors, que nous dit Thomas Piketty dans son ouvrage? Il y a un point assez central qui est représenté par cette inégalité, R supérieur à G, sachant que R c'est le taux de rendement du capital, quelle que soit la nature de ce capital, ça peut être du capital immobilier, ça peut être du capital financier, et aujourd'hui c'est même plus du capital financier que du capital immobilier. Ça c'est le taux de rendement du capital, et G c'est le taux de croissance de l'économie en fait. Et il dit finalement, depuis les années 80, avec la financiarisation de l'économie notamment, on assiste à un retournement de situation par rapport aux 30 Glorieuses, où aux 30 Glorieuses, on avait plutôt une croissance économique assez élevée, hein, je vous disais tout à l'heure 5,5%, et puis finalement un rendement du capital qui était assez faible, hein, ce qui a permis de financer l'État-providence, ce qui a permis aussi de permettre à l'ascenseur social de jouer son rôle. Et depuis les années 80, la situation s'est inversée. Et aujourd'hui, c'est le taux de rendement du capital qui est nettement supérieur au taux de croissance économique. On a une croissance nulle, hein, et puis un rendement du capital, notamment du capital financier, qui reste élevé, même depuis la crise d'ailleurs. Hein. On a retrouvé des taux de rendement du capital, quelques années après la crise, qui restent importants. Ce qui fait que, ça peut paraître un peu paradoxal, mais on retournerait finalement à une situation du début du XXe siècle. Voilà. Où finalement il y avait une forme de reproduction sociale qui a été interrompue donc après la guerre avec l'État-providence et puis une croissance économique qui a permis l'émergence d'une classe moyenne. Et en fait aujourd'hui c'est plutôt le déclassement de cette classe moyenne à laquelle on assiste. Voilà, donc je cite Thomas Piketty, les patrimoines issus du passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production, donc du PIB, et des revenus. Il dit l'héritage n'est pas loin de retrouver en ce début du XXIe siècle l'importance qu'il avait à l'époque du père Goriot, page 49 de son livre, et à nouveau page 55, c'est dans l'introduction de son livre.
Dans ces conditions, il est presque inévitable que les patrimoines hérités dominent largement les patrimoines constitués au cours d'une vie de travail et que la concentration du capital atteigne des niveaux extrêmement élevés et potentiellement incompatibles avec les valeurs méritocratiques et les principes de justice sociale qui sont au fondement de nos sociétés démocratiques modernes. Voilà. L'inquiétude qu'a Thomas Piketty, et donc son bouquin s'est vendu, je crois, il doit être à plus d'1 500 000 bouquins vendus dans le monde, ce qui est absolument incroyable pour un livre d'économie. Généralement, ça intéresse assez peu de monde, il faut bien le reconnaître. Donc il est allé aux États-Unis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et donc Barack Obama s'est emparé de cette question, puisque dans son livre, il traite de la situation d'une vingtaine de pays à peu près, avec une étude très très longue, hein, en fait, dans le temps, et notamment des États-Unis. Il y consacre une part de son livre assez importante. Et puis, il est allé récemment au Japon. Il a tenu également ce même discours. Il est traduit en chinois aussi, donc il était également en Chine, et son livre a connu un certain succès. Et puis en France, bon, on a quand même pas mal débattu, discuté de son bouquin, même si il n'a pas forcément eu en France l'audience, je pense, qu'il aurait souhaité avoir. Mais c'est vrai que la France reste quand même un des pays où les inégalités sont les mieux maîtrisées, où elles sont les plus faibles, encore aujourd'hui, malgré l'accroissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, et c'est lié en particulier à notre système de protection sociale. Voilà pour Thomas Piketty. Alors, autre représentation qui reprend à la fois en bleu les inégalités de revenus, hein, et en rouge les inégalités de patrimoine. Alors, la diagonale en vert pointillé, c'est finalement une situation de parfaite égalité, là encore. Hein. Ça correspondrait à un indice de Gini égal à 0, quoi, si vous voulez. Hein. Par exemple, vous voyez, ça voudrait dire que 20% des ménages, en cumulé, ont 20% des revenus. Voilà, 30%, 30%, 50%, 50%. C'est la diagonale. Donc en bleu, on a les inégalités de revenus, hein, qui sont relativement contenues, et en rouge, on a les inégalités de patrimoine, qui elles sont beaucoup plus importantes. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un document de 2010 que j'ai trouvé sur le site de l'INSEE. Donc on était, vous voyez, sur un indice de Gini de 0,29, et tout à l'heure je vous ai dit 0,30. Vous voyez, donc il a un tout petit peu augmenté depuis 2010, mais enfin c'est à peu près le même montant. Par contre, pour le patrimoine, on est sur un coefficient de 0,64, hein, c'est quand même beaucoup plus. Alors l'INSEE explique cette différence. On contient mieux les inégalités de revenus que les inégalités de patrimoine, justement par une politique de redistribution qui profite quand même, globalement, aux revenus les plus bas de la distribution. Voilà. Alors que ça, évidemment, ça n'existe pas en matière de patrimoine. Sauf à imaginer demain un impôt mondial sur le capital, comme le propose d'ailleurs Thomas Piketty. Voilà, ça c'était le premier point sur les inégalités. Deuxième point, la question de la dette. Alors j'ai trouvé, là, j'étais complètement ahuri quand j'ai trouvé ça, un article de l'AFP, mais là très très récemment. C'est la première fois, je ne savais même pas que l'on pouvait calculer une dette mondiale consolidée, quoi. Mais a priori, on peut l'estimer. Et en 2014, on l'estime à 200 000 milliards de dollars. Cette dette mondiale consolidée. Consolidée, ça veut dire que c'est à la fois la dette des États, mais c'est aussi la dette privée, des banques, des ménages, des entreprises. Voilà. D'accord ? Et c'est au niveau mondial. Et cette dette consolidée mondiale représenterait près de 300% du PIB mondial. On estime le PIB mondial à 75 000 milliards de dollars en 2013. Voilà, près de 3 fois. Voilà. Bon, c'est intéressant parce que par rapport à notre dette publique, je rappelle qu'elle est aujourd'hui de 95%,
Alors, bien sûr, ça n'est que la dette publique. Il faudrait intégrer aussi la dette privée des ménages français. Mais elle n'est pas aussi élevée que cela en France. Et c'est aussi une externalité positive de notre système de protection sociale qui fait que, dans la mesure où la couverture est bonne, il n'y a pas d'épargne forcément de dette, en tous les cas contractée par les ménages français pour subvenir à leurs besoins de santé, par rapport à d'autres pays anglo-saxons. Voilà, 200 000 milliards de dollars. Ça fait peur, quand même. Alors, entre 2007 et 2014, cet article fait référence aux pays qui ont vu leur dette totale, encore une fois, s'accroître. Et arrive en tête l'Irlande. Alors vous savez ce qui s'est passé en Irlande, sans doute, au moment de la crise de 2008. Les banques privées irlandaises ont fait faillite, et finalement, l'État irlandais a dû nationaliser un certain nombre de ces banques, ce qui a fait littéralement exploser la dette publique irlandaise, qui n'était pas si élevée que ça avant la crise. Voilà. Alors, bien sûr, on va trouver la Grèce, 103%, le Portugal, donc les pays du sud de l'Europe, qui sont aujourd'hui dans des situations un peu délicates, la France, plus 66%, et l'Allemagne, l'élève vertueux de la zone euro et de l'économie mondiale, avec une croissance de seulement 8%. La dette publique allemande baisse déjà, alors que la nôtre n'a pas probablement encore atteint son point haut. On espère que ça ne va pas tarder. On n'est pas absolument certain. Mais je crois qu'en Allemagne, la dette publique aujourd'hui doit être entre 70 et 75% peut-être. 20 points de moins que la dette publique française. Mais l'Allemagne, c'est vraiment un cas très particulier. Alors, la Chine aussi, malgré sa croissance forte, selon donc, cette étude, aurait une dette globale élevée, comparable finalement à ce qu'on trouve au niveau mondial, 282% du PIB, avec une dette des entreprises, donc une dette privée des entreprises chinoises, qui serait, selon cet article, inquiétante, 125% du PIB, soit un des niveaux de dette entrepreneuriale les plus élevés au monde. Alors c'est vrai qu'on sait assez peu de choses, là, par contre sur les dettes privées en Chine, le système est quand même pas mal verrouillé par les autorités chinoises, et donc moi c'est une information que je n'avais pas. Et puis donc la dette privée, en particulier la dette des ménages, qui dans un certain nombre de pays est quand même également très inquiétante. Encore une fois, ce n'est pas le cas de la France, donc il faut le souligner. Mais c'est particulièrement le cas aux États-Unis, même s'il y a eu un peu de désendettement des ménages américains depuis la crise. C'est le cas au Royaume-Uni, et dans la croissance actuelle là, de l'Angleterre, on s'inquiète un petit peu sur la qualité de cette croissance, et on se demande si finalement elle n'est pas fortement alimentée par une reprise de la dette privée anglaise. L'Espagne, ce qui explique aussi la crise de 2007-2008, c'était pas la dette publique espagnole. La dette publique espagnole, en 2007, elle était aux alentours de 40% du PIB. Mais c'était la dette privée, notamment la dette immobilière, puisque l'Espagne a eu la bonne idée de suivre les États-Unis en mettant en place des crédits hypothécaires pour le logement. Donc en Espagne, la dette privée est particulièrement inquiétante et plombe aussi les chances d'une reprise de la croissance. Mais même la dette publique espagnole est en train de rattraper et va même sans doute dépasser la dette française au cours de l'année 2015. On doit être à quasiment 100% de dette publique espagnole aujourd'hui. Parce que les Espagnols ont dû renflouer pas mal aussi leur système bancaire. Voilà. Bon. Alors, si on se limite à la dette publique, donc on voit assez nettement qu'à partir de 2008, donc au moment de la crise des subprimes, les dettes publiques ont explosé. Bon, d'ailleurs, on le savait, et tous les pays se sont engagés dans cette politique keynésienne pour essayer d'éviter que la crise de 29 ne se reproduise à l'identique. On a craint un effondrement de l'économie mondiale,
Et donc les budgets des États européens, aux États-Unis aussi, au Japon et même en Chine, ont essayé de soutenir le plus possible l'activité économique. Nous, on a pris donc à peu près 35% de dette publique en plus, hein, entre 2009 et aujourd'hui, quoi. Hein, et ces 35% sont directement liés au soutien que l'on a apporté à l'activité économique au cours de cette période. Je rappelle que, selon le traité de Maastricht, on devrait être à 60% de dette publique. Hein. Donc on est nettement au-dessus, avec quand même des disparités aussi assez fortes. Hein. On voit bien la situation de la Grèce. Hein. Bon, on est à 175% de dette publique aujourd'hui. Après une restructuration de la dette, c'est-à-dire un abandon de créances quand même assez important, malgré tout. Hein. Mais en pourcentage du PIB, la dette grecque a continué de s'alourdir. Et on retrouve le Portugal, l'Italie. L'Italie, on est près aujourd'hui de 140% de dette publique. Voilà, et l'Espagne, vous voyez la courbe de l'Espagne en orange, là, qui est en train de tangenter, de rattraper, et même de dépasser probablement celle de la France au cours de l'année 2015. Voilà, alors l'Allemagne est en vert, vous voyez, bon, l'Allemagne est le seul pays qui a commencé à amorcer une baisse de sa dette publique. Bon, j'ai dit déjà tout le mal que je pensais de ce ratio dette publique sur PIB la dernière fois. Donc je ne vais pas y revenir là. S'il y a des questions, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on compare un stock de dette sur un flux de revenus. Hein, c'est quand même un peu étonnant, puisque le PIB, ce sont les revenus annuels. Hein, c'est la création de richesse sur une année. Alors que la dette publique, c'est celle que l'on a accumulée depuis l'origine, hein, donc depuis les années 70 en gros. Donc ce n'est pas forcément un ratio qui est significatif. Si on passe à la dette privée, mais là je n'ai trouvé que la dette des ménages en fait. Mais vous voyez que pour les ménages britanniques, et là c'était en 2012, hein, donc je ne prends pas en compte l'évolution depuis. Hein, et encore une fois, je pense que la relance actuelle de l'économie britannique est largement financée par l'endettement des ménages à nouveau. Donc on est probablement au-dessus des 100%. Hein. Et la dette publique anglaise doit être à peu près au niveau de la nôtre, hein, entre 90 et 95% à peu près, je pense. Alors l'OCDE a donné un satisfecit à la Grande-Bretagne, c'est étonnant. Hein, il y a quelques jours, ils ont félicité la Grande-Bretagne pour le redressement de sa croissance. Même si, encore une fois, cette croissance est quand même pas forcément très vertueuse. Hein. Ça doit être 100% du PIB, je pense. Alors, on s'intéresse assez peu à la dette privée, je le disais tout à l'heure. La Commission européenne a quand même fixé un seuil de sécurité. Dette privée, ça veut dire donc tous les acteurs privés confondus, hein, pas simplement les ménages, mais aussi les banques, mais aussi les entreprises, à 133%. Rien que pour la dette des ménages, en Angleterre, on est à 100%. Hein. Donc il est clair qu'on est très au-delà du ratio préconisé, du seuil de sécurité préconisé par la Commission européenne. Voilà, ça c'était donc le deuxième point sur la situation de la dette. Donc il peut effectivement freiner les perspectives de croissance, puisque si on doit rembourser une dette, on est davantage tourné vers le passé. Hein. C'est comme un ménage endetté, s'il doit rembourser par les revenus présents des dettes passées, il ne finance pas évidemment la croissance présente et future, puisqu'il est tourné vers le remboursement des dettes passées. Alors, le dernier élément, le dernier vent contraire dont parle Gordon, c'est la contrainte écologique. Hein, je voulais en dire quand même quelques mots. Kenneth Boulding le disait à sa manière, mais ça a été dit par d'autres. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Bon, il était lui-même économiste. Boulding. Mais c'est vrai que du côté des économistes, on ne se pose pas tellement la question des limites finalement de la croissance. La croissance est par nature souhaitable. Elle n'est pas forcément possible, mais
dans le discours ambiant, les économistes ne voient de sortie de crise que par une reprise de la croissance. Alors, j'ai trouvé ce schéma assez intéressant qui compare finalement une courbe d'offre de la nature, finalement, année après année, c'est-à-dire ce qu'elle met à disposition de l'humanité, c'est la courbe verte qui décroît, et puis vous avez une courbe de demande qui marque l'empreinte écologique de la population mondiale, qui, elle, a tendance plutôt à croître. Alors, elle croît aussi parce qu'il y a une croissance de la population mondiale, mais indépendamment de cette croissance de la population, il y a évidemment des besoins nouveaux à satisfaire. Par exemple, la Chine, les Chinois consomment de plus en plus de viande, diversifient beaucoup leur consommation, prennent de plus en plus l'avion, voyagent, etc. Enfin, bon, tout ça contribue, indépendamment de la croissance de la population. L'élévation des niveaux de vie moyens contribue également à augmenter cette empreinte écologique. Donc on considère que au début des années 70, il y a un basculement qui se fait, c'est qu'on prélève davantage sur la nature que la nature ne met à disposition pour la population. Voilà, il y a eu un rapport Meadows en 1972 qui le disait déjà, halte à la croissance, mais nous sommes encore dans la queue de la comète des 30 Glorieuses, et finalement on écoute assez peu ce que nous dit ce rapport Meadows. Je me souviens en 1974, René Dumont, qui était candidat aux élections présidentielles, premier candidat écologique, je crois, et qui profitait de la campagne officielle pour alerter les Français sur les problèmes écologiques à venir. Et je me souviens qu'il terminait toujours sa petite allocution de quelques minutes par un verre d'eau qu'il avait sur la table, et il buvait ce verre d'eau, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il disait, aujourd'hui je bois l'eau parce qu'elle est gratuite et de qualité, et demain ce ne sera plus le cas, quoi. Alors tout le monde se marrait, parce que c'était vraiment le tout début que l'on, en France en tous les cas, que l'on posait la question écologique. Bon, donc il y avait eu déjà quand même dans ces années 70 un certain nombre de signes avant-coureurs, mais finalement ils ont été assez peu entendus, et puis on voit que ce que l'on appelle ici le dépassement écologique se creuse, le gap entre l'offre et la demande finalement s'accroît. Au point que chaque année, on peut calculer un jour de dépassement planétaire. C'est-à-dire on essaie de savoir à partir de quel moment précisément se fait ce basculement entre l'offre et la demande. À partir de quel jour dans l'année la demande devient supérieure à l'offre, quoi. Voilà. Et ce jour a tendance à s'avancer année après année. Et nous serions aujourd'hui au 232e jour. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du 232e jour, on vit à crédit sur la nature, quoi. C'est un peu l'idée ici. Voilà. Donc le mardi 20 août 2013. Alors je ne sais pas pour 2014. Mais on peut penser qu'il sera peut-être encore un petit peu avant. Voilà. La question écologique pose la question de la soutenabilité de notre modèle de croissance, comme disent les économistes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'on entend par soutenabilité ? Parce qu'il y a la notion de développement soutenable et il y a la notion de développement durable, qui sont deux notions assez proches, mais quand même un petit peu différentes. Le développement soutenable caractérise un modèle économique qui cherche à réduire les pressions que l'activité humaine exerce sur son environnement de manière à en assurer la préservation. Voilà comment on peut définir assez simplement le développement soutenable. Alors que le développement durable, lui, c'est plus un critère de durée dans le temps. Voilà. Le soutenable, c'est plus en termes de pression aujourd'hui que l'on exerce sur la biosphère. Alors, en matière de soutenabilité, il y a deux thèses qui s'affrontent. Je vous les rappelle brièvement. C'est pas très connu, mais pourtant c'est intéressant parce que ça met face à face deux approches assez radicalement différentes en matière de soutenabilité. Il y a ce que l'on appelle la soutenabilité faible.
qui est défendue par un certain nombre d'économistes, qui considèrent en gros que c'est pas parce qu'un certain nombre de biens naturels disparaissent que finalement ce soit forcément grave pour l'avenir de l'humanité, à condition que l'on puisse opérer une substitution entre ce capital naturel, qui a tendance à se réduire comme peau de chagrin, et le capital technologique artificiel, à travers ce que l'homme peut créer comme technologie de substitution à ce capital naturel. Par exemple, si demain il n'y a plus d'énergie fossile, ce n'est pas en soi un problème, dans la mesure où on pourra trouver des formes alternatives d'énergie. Voilà. Et le génie humain s'en chargera. Donc là, on est plus dans une approche en termes de développement durable. Donc ce n'est pas une vision totalement pessimiste de l'avenir. Elle fait globalement confiance aux hommes pour réussir cette adaptation, finalement, à ces pénuries de ressources naturelles. Alors, j'ai mis là quelques personnes qui incarnent un petit peu ce mouvement. Claude Allègre, par exemple, qui s'exprime, géophysicien, qui s'exprime assez régulièrement sur cette question. Le philosophe Luc Ferry, Pascal Bruckner. C'est la position du MEDEF, également. Hein, même sur le site du MEDEF, vous pourrez trouver en bonne place une page sur le développement durable. Et puis, il y a les partisans de la soutenabilité forte, qui contestent cette idée de substitution entre capital technique et capital naturel, hein, et qui, au contraire, insistent sur le fait qu'il faut préserver le capital naturel. Le capital naturel ne doit pas diminuer. Hein, et qu'il faut plutôt jouer sur la complémentarité et non sur la substitution. Voilà. Donc là, on est dans une approche beaucoup plus défensive. Hein, et donc, il y a une volonté politique forte d'affirmer qu'il faut réduire nos prélèvements sur la nature. Donc, j'ai mis quelques noms que vous connaissez peut-être ou pas. Herman Daly, qui est un économiste américain, qui est le disciple de Nicolas Georgescu-Roegen, qui n'est pas très connu, mais qui est sans doute l'économiste qui a le plus travaillé sur ces questions et qui est à l'origine d'ailleurs du terme de décroissance. Il a publié un bouquin en 1979 qui s'appelle « Demain la décroissance ». René Passet, Jean Gadret, Serge Latouche, Patrick Vivray, Paul Ariès, le député vert Yves Cochet, qui lui s'affiche comme un décroissant. Donc là, on est plus proche des théories de la décroissance, en fait. Hein, voilà. Et tous ces auteurs-là, qui ne sont pas tous des économistes, c'est Patrick Vivray, le philosophe, Paul Ariès également, Serge Latouche est un économiste, disciple de Georgescu-Roegen également en France. Voilà, donc il y a débat entre ces deux approches, et vous pouvez, si vous le souhaitez, assez facilement trouver sur Internet des articles des uns et des autres. Alors, demain la décroissance. Puisque si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, pour les partisans de la soutenabilité forte, il faut envisager dès à présent et organiser une décroissance de nos économies. Voilà, c'était donc la thèse de Nicolas Georgescu-Roegen, cet économiste américain d'origine roumaine, qui a aussi, je crois, enseigné en France une partie de son temps. L'humanité est lancée dans l'impasse écologique et sociale de la croissance illimitée. Notre système économique est anthropique. Alors j'avais parlé d'entropie du système la fois précédente, à propos notamment de l'analyse marxiste, qui considérait que le capitalisme était voué au chaos. C'est le concept d'entropie, qui est une espèce de dégradation du capitalisme qui le conduira de crise en crise à sa disparition. L'approche de Marx reposait sur une analyse plutôt sociale et politique. L'approche de Georgescu-Roegen place l'entropie à un autre niveau. Là, on est plutôt sur le plan écologique, hein, et pas sur le plan politique ou social comme chez Marx. Même si la dimension sociale n'est pas complètement
absente. Nicolas Georgescu-Roegen est à l'origine d'un concept de bioéconomie, donc qui associe le terme de biologie à celui d'économie, ce qui est assez original. Généralement, biologie et économie ne font pas forcément très bon ménage, et les lois de l'économie sont assez différentes de celles de la biologie, mais Georgescu-Roegen raisonne en termes d'interaction entre le système naturel et le système économique. Il pense qu'il faut préserver l'un et l'autre. Et il fait donc un certain nombre de propositions en matière de décroissance, à la fois sur le plan des richesses et aussi sur le plan de la population mondiale, qui selon lui, et de ce point de vue, son approche peut être considérée comme malthusienne en fait. Il pense que si on veut préserver l'habitabilité de la planète, eh bien, il faut aussi envisager une décroissance de la population. On doit être aujourd'hui à 7,5 milliards à peu près. Les chiffres annoncent avec une assez bonne précision 10 à 11 milliards horizon 2050. Donc jusqu'à présent, notre petite planète a réussi quand même globalement à absorber cette croissance de la population. On est très très loin de la crainte que pouvait exprimer Malthus à la fin du XVIIIe siècle. On avait un taux de, je crois, de doublement de notre population à peu près tous les 50 ans. Bon, est-ce qu'on peut aller au-delà de ces 10, 11 milliards bon, ça c'est un peu... c'est peut-être difficile d'y répondre pour l'instant, mais on considère qu'aux alentours de 2050, la population mondiale devrait se stabiliser à peu près aux alentours de 10, 11 milliards, avec encore une croissance assez forte, essentiellement sur le continent africain. Un pays comme le Nigeria, par exemple, j'ai ce chiffre en tête, doit être aujourd'hui à 170-180 millions d'habitants. Et en 2050, les estimations se situent aux alentours de 450 millions d'habitants. Voilà. Une ville comme Lagos, ça doit être aujourd'hui 30 millions d'habitants, à peu près, quoi. Un pays comme l'Algérie ou le Maroc. Bon, mais la transition démographique n'est pas opérée dans tous les pays, encore aujourd'hui, mais elle est quand même largement entamée. Dans beaucoup d'entre eux, sauf dans un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà, dernier concept, c'est celui d'anthropocène. Nous serions entrés dans l'ère de l'anthropocène, comme le disent certains scientifiques. Je crois que c'est un chimiste qui est à l'origine de ce terme, qui veut dire simplement que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les activités humaines, ou l'impact de ces activités, l'emportent sur les facteurs naturels. Et ça depuis le début de la révolution industrielle, évidemment, avec une aggravation de cette situation depuis. Donc l'homme est aujourd'hui en capacité de modifier le climat et les grands équilibres de la biosphère. Bon, cette préoccupation aujourd'hui est forte. Je crois que le président de la République était justement à Manille aujourd'hui pour en discuter, pour préparer le sommet de Paris de décembre 2015. Mais les chiffres qui sont annoncés par le GIEC quant au probable réchauffement climatique sont au-delà aujourd'hui des prévisions les plus pessimistes, puisque je crois que l'objectif était de maintenir en gros la température à plus 2 par rapport à la situation d'aujourd'hui. On serait plutôt sur 3,5-4 d'augmentation de la température, avec un certain nombre de conséquences, évidemment, sur la planète. Voilà. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais... Bon, alors, je laisse après deux slides là, un peu sous forme de questions. Bon, il y a la question de la frugalité heureuse aussi, on dit, ou de prospérité sans croissance. Est-ce que l'on peut envisager
finalement, de pouvoir vivre bien, sans forcément afficher des taux de croissance élevés, ou même en situation d'accroissance, c'est-à-dire d'absence de croissance. Alors, j'ai repris le paradoxe d'Esterlin, qui est un économiste américain, qui a fait des études empiriques dans les années 70 aux États-Unis, et qui a montré que si l'argent fait le bonheur, jusqu'à un certain stade, à partir d'un certain niveau de vie, à partir d'un certain seuil de richesse, il y a une décorrélation entre la croissance du revenu et le bien-être, le bonheur, tel qu'on peut le mesurer aujourd'hui. Voilà, donc la poursuite du développement serait sans impact sur le bien-être finalement d'une population. Voilà, ça c'était pour les États-Unis. La question se pose pour tous les pays développés aujourd'hui. Voilà. Alors c'est le titre d'un livre de Tim Jackson qui s'appelle « Prospérité sans croissance », qui plaide justement en faveur d'une économie repensée autour d'une croissance faible, voire nulle. Je n'ai pas lu le bouquin, d'ailleurs, je ne pourrais pas en dire davantage. Mais il a connu un certain succès. Bon, autre question que je pose, c'est celle de nos indicateurs aussi, qui mesurent peut-être pas si bien que ça, finalement, notre création de richesse. Je disais tout à l'heure que l'activité de toutes les associations, en France, il y a 1 million, je crois, d'associations qui travaillent bénévolement et qui créent indiscutablement de la richesse. Eh bien, ce travail des associations n'apparaît absolument pas dans le PIB. Comme les activités domestiques n'apparaissent pas non plus dans le PIB. Bon, il y a eu un rapport Stiglitz, Sen, Fitoussi qui a été remis à Sarkozy lorsqu'il était président de la République, on doit être en 2009 peut-être, justement, qui proposait de nouveaux indicateurs de richesse, qui intègrent davantage justement ces créations de richesse qui échappent au calcul de l'économie. Voilà. Donc, quelle mesure de la croissance, du bien-être, du bonheur? Il y a une économie du bonheur qui s'est créée en France il y a quelques années avec des économistes à Paris qui travaillent sur cette question-là. Vous pouvez taper économie du bonheur, je crois que c'est à Paris-Dauphine, et qui font des recherches, parce que c'est vrai que, encore une fois, on a longtemps mesuré le bien-être à travers des indicateurs quantitatifs, mais on voit bien que ça n'est pas nécessairement suffisant. Voilà. Quelle prise en compte des externalités? Donc on a tout un tas d'activités aussi qui sont prises en compte dans le PIB sans que forcément ces activités n'améliorent le bien-être général. Et on ne sait pas bien mesurer non plus le coût de ces externalités, qui devraient venir en diminution de la richesse. Par exemple, la pollution n'est pas prise en moins dans la richesse produite. Au contraire, à la limite, si on met en place des systèmes de dépollution, on va augmenter la richesse produite. Mais on ne va pas tenir compte de la disparition d'un certain nombre d'espèces, par exemple, ou de la dégradation de notre environnement. Voilà, donc là, il y a aussi un calcul économique à revoir sur la question des externalités. Voilà. Autre question que je pose à propos de la décroissance, c'est quelle décroissance? Est-ce que l'on se place dans l'idée d'une décroissance choisie ou subie, puisque la décroissance, c'est une variation négative de notre PIB. Bon. Donc ça pose un certain nombre de questions. La Grèce est en décroissance depuis 2010. Voilà. Et cette décroissance subie s'est traduite par un certain nombre d'aggravations d'indicateurs sociaux. La mortalité infantile a augmenté assez sensiblement en Grèce depuis quelques années. Ça, c'est une externalité négative, par exemple, qui n'est absolument pas prise en compte, en moins dans la richesse. Bon,
Il y a énormément de gens, de Grecs, qui n'ont plus aujourd'hui de mutuelle, ni même de couverture médicale, par exemple, etc. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer une décroissance, je dirais, uniforme pour tous, ou est-ce qu'on doit envisager une décroissance sélective? Hein? Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui nous disent, vous êtes bien gentils, mais vous avez accumulé de la croissance pendant un siècle et demi. Nous sommes à l'aube de notre croissance, je pense à la Chine en particulier. Vous nous imposez, par exemple, à travers le protocole de Kyoto, vous voulez nous imposer des contraintes environnementales, mais le stock de CO2, c'est vous, pays industrialisé, vous l'avez accumulé depuis la révolution industrielle, c'est pas nous. Donc laissez-nous polluer encore pendant quelques années pour nous permettre de rattraper notre retard économique et d'améliorer la situation de nos populations. Voilà, ce discours, on l'entend aussi en Afrique aujourd'hui. Bon, donc l'idée, ce serait d'une décroissance sélective, plutôt fort pour les pays industrialisés, et plutôt pas de décroissance pour les pays qui sont en train d'émerger sur le plan économique et sur le plan social. Bon, après, il y a la question des choix politiques. Je veux dire, si c'est une décroissance choisie, il y a la question de la délibération politique qui se pose. Hein. Ou alors, il faudrait que cette décroissance soit imposée, ce qui semble assez peu imaginable dans une démocratie comme la nôtre. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un consensus politique qui se dégage autour de cette question-là. Hein. Cette délibération, à ma connaissance, n'a pas eu lieu. Hein. Et je pense que le consensus ne sera pas forcément simple à établir. Autre question, on assiste aussi à une nouvelle économie qu'on appelle l'économie du partage, l'économie collaborative, qui rebat aussi un peu les cartes du capitalisme aujourd'hui. On le trouve aussi à travers ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, qui n'est pas forcément un terme très connu, mais qui est une économie d'usage. En fait, on se rend compte que de plus en plus d'agents économiques, plutôt que d'acheter un bien, finalement, achètent l'usage du bien sans acheter le bien. Hein. Le Vélib, par exemple, en est une illustration. Le covoiturage, avec aujourd'hui Internet et les sites qui le permettent, en est une autre illustration. Voilà. Et donc, on voit des pratiques nouvelles. Hein. Jeremy Rifkin, un intellectuel américain, a écrit un bouquin là, qui est sorti très récemment autour de cette question-là, justement. Et il dit que ça préfigure finalement une nouvelle ère du capitalisme. Voilà. Et là, peut-être, il y a des solutions à trouver aussi par rapport aux problèmes écologiques, environnementaux auxquels on doit faire face. Après tout, si le taux d'utilisation d'une voiture passe de 10 à 15% à 60-80%, il y aura moins de voitures en circulation, il y aura une meilleure utilisation des véhicules, et finalement, ce ne sera que bénéfique pour l'environnement. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Voilà. Donc ça, c'est une tendance assez nouvelle. Hein. C'est notamment grâce aux technologies de l'information que cette économie collaborative de fonctionnalité se développe. Mais on voit même aussi des jeunes aujourd'hui qui habitent dans des appartements. Plutôt que d'acheter une machine à laver dans chaque appartement, on achète une ou deux machines à laver dans l'immeuble. Et puis on va utiliser l'usage. On va payer un service pour l'utilisation de la machine à laver sans en être le propriétaire. Voilà. Donc, moins de biens. Hein. Bon, ça peut aussi ralentir le processus de croissance, puisque notre croissance repose aussi sur la consommation et sur l'achat, sur l'acquisition de biens. Voilà, et puis une autre évolution, moins heureuse à mon avis, c'est la marchandisation du bien public. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, devant notre difficulté à produire de la croissance, hein, de manière extensive, je dirais, eh bien, on cherche à marchandiser de plus en plus un certain nombre de biens qui échappent encore aujourd'hui au marché, mais dont on espère qu'à un moment ou à un autre, ces biens vont tomber dans le secteur marchand. Hein, je pense à la santé en particulier, où là il y a des enjeux, à mon avis, très importants. Et il y a une menace pour nos systèmes
de santé publique. Voilà. Alors pour terminer, deux points de vue. Celui de Patrick Artus, ne rêvons pas, la croissance ne reviendra pas, la parenthèse enchantée des 30 Glorieuses est bel et bien refermée. Donc il est sur la position d'un Gordon ou d'un Larry Summers sur la stagnation séculaire, clairement. Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui lui est plus dubitatif. Que sait-on vraiment des réformes économiques qui génèrent de la croissance et quel pourcentage de croissance sera généré? La réponse n'est pas grand-chose. Voilà, donc il y a quand même une certaine indétermination à pronostiquer une absence de croissance séculaire. On ne sait pas vraiment, en fait. Hansen était à l'origine de ce concept en 1938. Il ne pensait pas que la croissance d'après-guerre allait être aussi vigoureuse, et pourtant elle l'a été. Donc il faut sans doute être assez prudent quant à l'avenir qui n'est pas encore écrit. Bon. Un calcul rapide montre que même si on fait une toute petite croissance de 1% sur une génération, donc 30 ans, ça fait quand même une augmentation de 35% du PIB, malgré tout. Donc entre 0 et 1, il y a quand même une petite différence. Et pourtant, 1% de croissance, aujourd'hui, c'est considéré comme une croissance quand même faible. On espère, même si on y croit plutôt, on espère quand même une croissance à 1,5, voire 2%. Mais même avec 1% de croissance, ça génère quand même sur une génération une croissance quand même assez élevée. Autre chose, l'austérité n'est pas nécessairement plus favorable à l'environnement. Finalement, il y a aussi une forme de croissance qui peut financer des investissements nouveaux, des investissements écologiques. Et on observe que lorsque les ménages sont dans des situations de crise, de difficultés sur le plan financier, il y a un certain nombre d'investissements qui peuvent être différés, notamment dans les logements. Et c'est toute la question aujourd'hui de l'isolation des logements anciens. On a vu aussi que l'écotaxe, qui était une fiscalité quand même assez innovante, nouvelle en France, dans le contexte de crise que l'on connaît, a plutôt été mal reçue par nos amis bretons, au point qu'elle a été ajournée sine die. Voilà. Et là, on rate effectivement une occasion d'amorcer par l'écotaxe la transition écologique. Voilà. Je crois que ce sera le dernier, ou l'avant-dernier. Alors, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs formes de soutenabilité. Il faut essayer de les avoir en tête toutes. La soutenabilité humaine, donc ça, c'est directement lié à la croissance de la population. Nous, on est plutôt sur des pays qui vieillissent relativement, dangereusement pour certains, mais globalement, la population mondiale va continuer de croître. Et donc, pour ces pays-là, il y a des besoins en croissance qui vont se manifester, qui se manifestent déjà. Parce que cette croissance doit leur permettre de financer un certain nombre d'infrastructures, leur État-providence, qu'ils n'ont pas encore. Et l'État-providence, c'est la santé, c'est l'éducation en particulier. Voilà, ça c'est la première forme de soutenabilité. Deuxième forme, la soutenabilité financière, c'est la question de la dette. Il est plus facile de rembourser une dette avec une croissance que sans croissance. Donc de ce point de vue, pour réduire le poids de la dette, parce que je rappelle que la dette est rapportée au PIB, donc si le PIB augmente plus vite que la dette, le ratio diminue. Ce qui serait plutôt, pour un pays comme la France, une bonne chose. Une absence de croissance peut poser des problèmes de remboursement de la dette. La question de la soutenabilité sur le plan social, donc du travail. C'est-à-dire que si on est dans des situations d'accroissance durable, on a un stock quand même de chômeurs, selon la DARES, là, on est à 3,5 millions en catégorie A, donc sans aucune heure travaillée. On compte aussi beaucoup sur la croissance pour apporter une réponse à la question du chômage. Donc en l'absence de croissance, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce stock très important de chômeurs, sans même parler de tous ceux qui sont en catégorie B, C,
et qui sont sur des emplois à temps partiel et précaires. Bon. Ce qui poserait la question du temps de travail, en fait. Voilà. La seule manière d'essayer de résoudre la question d'un chômage massif en situation d'absence de croissance, ben, ça repose la question de la réduction du temps de travail. Question qui a été abordée, traitée dans la fin des années 90, avec les lois Aubry, qui a disparu un petit peu depuis. Mais bon, c'est quand même une vraie question. En Allemagne, aujourd'hui, je crois que la durée moyenne doit être de 27-28 heures, en durée effective. Il y a une forme de partage du travail en Allemagne qui est plus importante qu'en France, malgré tout. Et puis la question de la soutenabilité sur le plan écologique, où là, la croissance peut nuire à notre environnement, sauf à être partisan de la soutenabilité faible et à considérer qu'on a besoin d'une croissance pour financer des investissements qui vont permettre de résoudre les problèmes écologiques auxquels on est confronté. Voilà, c'est un peu la quadrature du cercle. Voilà. Je reviens sur la toute première citation de Hannah Arendt que j'avais posée lors de la toute première réunion. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Voilà. Donc ça clôt ces 3 séances consacrées à l'économie. Un mot simplement pour dire que si l'économie doit avoir toute sa place, elle ne doit pas avoir toute la place. Je trouve, même si je m'intéresse à ces questions-là depuis très longtemps, que l'économie est un peu sortie de son lit et qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il n'y a pas d'autre réponse aux problèmes que des réponses économiques. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Quand on écoute les médias, quand on lit la presse, force est de constater que le prisme que l'on prend est uniquement, exclusivement un prisme économique, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ce sera forcément le cas dans les prochaines années, mais je pense que les problèmes qui sont devant nous ne sont pas nécessairement des problèmes purement économiques. Et malgré tout l'intérêt que je lui porte, je considère que l'économie n'est pas le toit du monde. Voilà, je vous remercie.